Au nord de Paris, de l'autre côté du périphérique, la Seine-Saint-Denis. Un département en pleine mutation où les nouveaux quartiers d'affaires et le Stade de France côtoient des grands ensembles aux noms tristement célèbres. Les Francs-Moisins, les 4000, Floréal, des cités dites sensibles. Le 93, le secteur le plus criminogène mais aussi le plus pauvre d'Île-de-France. Pour venir en aide à la population, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, la BSPP. Pendant 2 mois, nous avons suivi le quotidien des pompiers du centre de secours de la Courneuve. Les passages de roue. Ces soldats de la ville luttent contre tous les dangers et montent au front de toutes les détresses. Incendie, malaise, tentative de suicide. Je vais pas mourir sous les poings d'un arbre, je peux pas me tuer toute seule. Feux de voiture, drames familiaux et laissés pour compte, les pompiers interviennent dans un des secteurs les plus durs de France. Vous êtes traité pour la dépression, madame? C'est ça? Vous étiez en train de faire quoi? 24 heures sur 24, ils doivent faire face à toutes les situations critiques. Gardez les yeux ouverts, monsieur. Calmer la douleur, aider, réconforter et sauver des vies. Parmi eux, Clément, un sergent de 26 ans. C'est cette cité-là, là. Tu vois le grand immeuble là? Il était étudiant quand il a découvert le 93. C'était en 2005, lors des émeutes des banlieues. Quand on vient de province, arriver ici, c'est un choc culturel. Je ne pensais pas que ça existait, une ville aussi urbaine que ça, un secteur aussi dur. Laurent, caporal-chef, 28 ans, 8 ans de service, 8 ans dans le 93. Madame? Qui c'est qui parle français? On est là pour sauver des vies et pour aider les gens. Donc que ça soit dans une cité ou une zone pavillonnaire, ça change rien pour nous. Peu importe le lieu, peu importe la personne. Arnaud, 27 ans, il est sergent. Pour lui, servir dans le 93, c'est servir dans le secteur qui brûle le plus. Le feu, ça doit faire peur. On peut y laisser notre vie, mais c'est l'excitation qui l'emporte. On a envie de s'y mesurer. On a envie. Chaque jour, les sapeurs-pompiers de Paris se mettent au service de la population, parfois au péril de leur vie. Sapeur de première classe, maréchal. Mort au feu! Qui sont-ils? Comment interviennent-ils? Quelles sont leurs motivations? Pour le savoir, nous avons suivi leur mission de secours. Au nord de la capitale, la Seine-Saint-Denis. Il est 1h30, un appel au secours arrive au 18. Allô? Oui, allô, les pompiers, bonjour. Oui, bah, il y a le feu. Ouh là là, il y a le feu dans notre bâtiment. C'est à quel étage le feu, là? Je crois que c'est au 4e, je sais pas, mais non, on est bloqué, monsieur, Venez vite, il y a... Ok, on est parti, madame, vous restez, madame. Madame, essayez de vous calmer, vous. Centre de secours de la Courneuve. Une sonnerie longue, l'appel pour feu. On peut pas sortir, putain! Madame. Il y a des grosses flammes, monsieur, il y a des grosses flammes! Combien vous êtes, vous, dans l'appartement, là? 4! Mon père, il est handicapé, il y a des flammes de partout! Il n'arrive pas à respirer, mon père! Putain, il n'arrive pas à respirer! Le feu a pris dans un immeuble du centre-ville de Saint-Denis. Ma mère, elle a réussi à descendre, putain! Je suis toute seule avec mon père, là! Je sais même pas où il est parti, mon petit frère, putain! L'incendie s'est déclaré au 4e étage. La jeune femme du téléphone et son père handicapé sont pris au piège dans l'appartement voisin de celui qui a pris feu. La mère a eu le temps de fuir avec son fils. Son mari est en train de mourir, là! Il crame, son mari! La fumée a envahi le logement. La jeune femme et son père risquent l'asphyxie. Il faut faire vite. Vous déployez l'échelle, vous prolongez avec l'échelle accrochée. On arrive. L'angoisse des pompiers, que la jeune femme saute. On arrive. Impossible d'intervenir avec la grande échelle. Les sauveteurs doivent en utiliser de plus petites pour se hisser jusqu'au 4e étage. Une deuxième échelle accrochée. L'ascension est risquée. Ils n'ont aucune sécurité.
Les pompiers sont sur tous les fronts. Il faut sauver les habitants, mais aussi éteindre le feu avant qu'il ne se propage dans l'immeuble. Les secouristes parviennent au 3e étage. Encore un à gravir. Ils brisent une fenêtre pour prendre appui et poursuivent leur montée. La manœuvre est périlleuse. Le pompier est prêt à rattraper la jeune femme en cas de chute. Vous êtes arrivés, madame, vous êtes cassés. On est presque à la fin. C'est très très bien, madame. La jeune femme est hors de danger, mais elle a respiré beaucoup de fumée. Elle doit être rapidement placée en observation médicale. La mère de famille est au bord de la crise de nerfs. J'ai pas compris, papa, il a pas mal. Impossible pour les pompiers d'évacuer l'homme handicapé à l'aide de leurs petites échelles. L'un d'eux va rester à ses côtés, partager son masque et son air avec lui et attendre que ses collègues leur portent secours. C'est la mission de Clément, un jeune sergent. C'est PS là qui s'est engagé par la caisse d'escalier. Pour l'instant, il a des difficultés à progresser parce qu'il y a un gros bouchon de fumée. Donc il faudra mettre une deuxième lance dedans. Ça marche. À seulement 26 ans, Clément est chef de garde. À la tête de ses hommes, il va devoir entrer dans l'appartement pour sauver la personne handicapée. Seul accès possible, la cage d'escalier, dans l'obscurité totale. Tu m'envoies les mecs dès qu'ils arrivent, les mecs de la Courneuve. Tu me les fais monter. Les soldats du feu s'engouffrent dans les étages. Au 4e, c'est le chaos. Au mépris des flammes et de la chaleur, les pompiers progressent dans l'appartement. Leurs collègues sont prêts à leur venir en aide. Il y a un testaf ici, apparemment il y a encore une victime sur le palier. Quelques minutes plus tard, qui paraissent une éternité, Descends, victime, descendez, deuxième les gars, allez. les pompiers évacuent la victime. Au revoir, monsieur. L'homme handicapé est sain et sauf. Mettez-le à mettre sous O2. Les sauveteurs se serrent la main. Ils ont réussi leur mission. Comment vous sentez là? Ouais, vous avez du mal à respirer? On va vous amener de l'oxygène. Comme sa fille, l'homme est conduit vers un poste médical. Les pompiers peuvent souffler. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Ça pique, ça pique beaucoup. C'est très long aussi, on trouve le temps long et puis voilà. Après ça se passe bien. Hein. Quand on est bien coordonné, ça se passe bien. Tapé dans la main, Bah, pour les sauvetages, voilà, on a sauvé des vies. Ces pompiers ont sauvé une vie, mais pas question pour eux de jouer les héros. Vous avez de l'eau, les gars? Pour Clément, le jeune sergent, l'émotion n'a pas sa place sur intervention. L'émotion, ce sera demain, ce sera tout à l'heure en rentrant, quand on en parlera ensemble, quand on fera le point sur ce qui a été, ce qui n'a pas été. Non, l'émotion, à partir du moment où ça a sonné, jusqu'au moment où on rentre, non, il n'y a pas d'émotion. C'est le travail. 107 pompiers venus de plusieurs casernes ont été mobilisés pour venir à bout de cet incendie. 2 personnes ont été évacuées à l'hôpital. Surpris dans leur sommeil, les habitants de l'immeuble sont encore sous le choc. J'avais peur, les voisins, j'avais peur qu'il y ait des morts, bah bien sûr, bien sûr. C'est impressionnant. Oui, c'est très impressionnant. À 7 heures de la nuit, oui, c'est très impressionnant, monsieur. Oui, mais bon, il n'y a pas eu de mort. Le restant, le matériel, c'est le matériel, c'est pas grave. Ce qui reste de l'appartement témoigne de la violence du sinistre. Ces traces de mains sont celles des pompiers qui sont intervenus, progressant à tâtons dans le noir et dans une température qui peut atteindre 500 degrés. 30 minutes après l'extinction, la chaleur est toujours suffocante. Les fumées s'estompent, mais tout danger n'est pas encore écarté.
Un feu pourrait couver sous le mobilier ou sous un faux plafond. Les pompiers éteignent les derniers foyers. Pour sauver l'homme handicapé, ils ont pris tous les risques. Des risques que Clément parvient à exprimer avec du recul. C'est une situation de chaos puisque, effectivement, il n'y a plus rien de normal, de classique. C'est plus un appartement avec des meubles, avec un cheminement, un couloir, une cuisine. Il n'y a plus tout ça. T'as jamais envie de rebrousser chemin? Non, il est hors de question de rebrousser chemin. Les pompiers qui rebroussent chemin, ça n'arrive pas, ça. Qu'il fasse chaud, que la chaleur soit écrasante, que les flammes brûlent. On était sûr qu'il y avait quelqu'un, il fallait le sauver ou périr. Donc voilà. Sauver ou périr, la devise des sapeurs-pompiers de Paris. Chaque seconde qui passe, on imagine la personne qui doit, dans sa tête, se dire « c'est fini, je vais mourir, je vais mourir ». Et elle compte que sur nous. Les sapeurs-pompiers de Paris, une unité d'élite de l'armée de terre. Incendie, accident, malaise. Chaque jour, les hommes et femmes de la brigade, comme on dit à Paris, réalisent plus de 1000 interventions. La brigade de sapeurs-pompiers de Paris, ce sont également des casernes en banlieue. Pendant 2 mois, nous avons suivi les soldats du feu du centre de secours de La Courneuve, en Seine-Saint-Denis. Le 93, un département cosmopolite où se côtoient plus de 80 nationalités. Ici, 50 langues sont parlées. C'est aussi le département le plus pauvre d'Île-de-France. Chômage, précarité. Les sapeurs-pompiers sont bien souvent le dernier recours d'une population démunie. Moi, je vais pas mourir sous les poings d'un homme, je peux me tuer toute seule. Madame, il n'y a aucun intérêt de s'autodétruire comme ça. Pour beaucoup, le 93, le 9-3, est synonyme de cité sensible. Pour le secteur de La Courneuve, les Francs-Moisins, la Saussay ou les 4000. Voitures brûlées, agressions, règlements de compte sur fond de trafic de stupéfiants, les soldats du feu interviennent parfois dans des contextes troubles et violents. Toutes les dents sont là, il y en a qui bougent. Mais ils vont partout. Aucun territoire ne leur est inaccessible. Pompiers. 24 heures sur 24, ils portent secours. Gardez les yeux ouverts, monsieur. Quelle que soit l'intervention, quelle que soit la population, quel que soit le danger. Au départ, 2 numéros de téléphone, le 18 et le 112. Chance pompier, j'écoute. C'est ici, au centre opérationnel de l'état-major, qu'arrivent les appels. Environ 6000 par jour. Oui, c'est une cité, il faut rentrer dans la cité. Et vous étiez à la cheville, c'est ça? Bah, elle est consciente, quoi. En quelques secondes, ces opérateurs doivent estimer la gravité de la situation et déclencher les secours. On vous envoie une équipe, on arrive. À tout de suite. Centre de secours de La Courneuve. Premier appel de la soirée pour Clément. Motif de départ, un feu de voiture. C'est la nuit, quoi. La nuit, feu de véhicule. Clément peut paraître désabusé, mais ici, les voitures qui brûlent, c'est 2 à 3 fois par semaine. Pompier. Il y a une voiture qui prend feu. Et elle est accoulée contre un immeuble ou juste sur un parking? Sur un parking. Ici, je vois pas s'il y a d'autres voitures à côté ou pas. Premier secours B233 La Courneuve, qui présente secteur Pierrefitte. Tu voulais que je dépasse la voiture? Ouais, tu la dépasses. Fermez les fenêtres, si c'est pas déjà fait normalement. C'est un peu en ligne. Je vais passer vite. La voiture embrasée est garée sur un trottoir en bordure d'une cité. Premier réflexe de Clément, vérifier qu'il n'y a pas de victimes et s'assurer que ces hommes vont pouvoir intervenir en toute sécurité, qu'ils ne seront pas la cible de caillassage ou d'agression, tel que cela se produit parfois. Ce soir, personne dans la rue. Feu d'un véhicule de tourisme seul à l'air libre. Une lance en manœuvre. La reconnaissance en cours, parlez. En opérant des rotations avec sa lance, le pompier cherche à étouffer les flammes. Allez, plus rapide, bouchon, là. Pour les soldats du feu, le risque zéro n'existe pas. Même sur un feu de voiture, le danger est réel. Si le réservoir contient du GPL, il y a risque d'explosion. Reste pas collé à lui, là. Dans un coffre, il peut aussi y avoir des produits inflammables ou toxiques.
comme des aérosols, des bouteilles d'alcool ou de gaz. Retourne de l'autre côté, c'est reparti. Les passages de roue. Cette voiture n'a pas de plaque d'immatriculation. Elle a peut-être été volée et incendiée volontairement. Ah, un véhicule qui n'a pas de plaque, ça peut prendre feu tout seul. Oui, c'est pas le fait d'avoir une plaque ou pas qui fait que... Moi, j'ai vu personne l'allumer, après, voilà. Le propriétaire n'est pas là. On peut pas savoir. Je suis pas là pour enquêter. Un véhicule, ça prend pas feu tout seul. Si, ça arrive. Et même parfois le 14 juillet, ça arrive. Clément fait preuve d'ironie. Il préfère rester réservé sur cette question. Il est pompier, pas policier. Ce n'est pas à lui de déterminer l'origine du feu. La présence des forces de l'ordre fait partie de la procédure. Les policiers sont là pour recueillir toute information qui peut qualifier l'origine de l'incendie et permettre de retrouver le propriétaire du véhicule. Le cas échéant, ils peuvent aussi protéger les sapeurs-pompiers. Tu me pètes dessus? Je t'ai pas demandé de la caresser, hein, la bagnole. Mais du cœur. Ouais, mais il n'y a plus rien maintenant. Comment ça, il n'y a plus rien? Il n'y a plus de bagne. Ah, c'est sûr que si tu tapes comme ça, tu vas pas me faire tomber les petites braises. Allez, là, tape-moi là-dessus. Même si ces feux de voiture sont fréquents, la routine est exclue. Voilà, tu fais le tour. C'est jamais anodin, ce type de feu. En tout cas, faut pas le prendre comme ça. Parce qu'un jour, il va vous arriver une surprise. Donc non, c'est pas anodin. C'est pas anodin parce qu'il y a des voitures qui explosent, il y a des voitures qui sont chargées avec, on sait pas, hein, ce qu'il y a dans le coffre, etc. Non, ça peut... La plupart du temps, ça se passe comme ça se passe très bien, et puis parfois, on a des surprises. Sur le secteur de la Courneuve, en 2014, près de 200 voitures ont brûlé. Il est presque 21 h, les pompiers sont en alerte, prêts à repartir au moindre appel de secours. Chaque jour, dans la caserne de la Courneuve, 20 pompiers sont de garde. Parmi eux, très peu de Parisiens, la plupart viennent de province. Clément est originaire de la ville de Tours. Titulaire d'une licence, il est pompier de Paris depuis 6 ans. Le 93, il y a fait ses premiers pas, l'année de son bac. Moi, j'ai découvert le 93 à 17 ans avec mon sac à dos quand je suis venu à l'université Paris 13. Donc j'ai découvert ça un soir en sortant du métro à Saint-Denis-Basilique. Ça a été mon premier choc. C'était en 2005, l'année des émeutes des banlieues. 7e nuit de violence en banlieue parisienne, en particulier dans le département de Seine-Saint-Denis. À l'époque, la mort de 2 jeunes gens poursuivis par des policiers à Clichy-sous-Bois avait provoqué 1 mois de violence urbaine. C'était dingue comme situation, c'était dingue. Il n'y avait plus d'éclairage, plus de transport public. Le soir, des CRS partout. Le matin, des convois de voitures brûlées qui partaient sur des dépanneuses. Des hélicoptères toute la nuit. Et les camions de pompiers qui arrêtaient pas. Et le sentiment de vouloir aider à 17 ans, qui était là, frustré. Et là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. C'est ici que je veux être. C'est ici qu'il faut être. C'est ici que je serai le plus utile. Clément a réalisé son rêve. Il est pompier de Paris, dans le 93. Si les émeutes ne sont plus qu'un souvenir, la Seine-Saint-Denis a bien du mal à se défaire de sa réputation sulfureuse. Il est 21 h, nouveau départ pour Clément. On va prendre du bus. Après, je t'indiquerai laquelle petite rue c'est là. C'est un petit peu étroit. Tu pars sur quoi? Personne malade à domicile. Un homme de 73 ans. Clément n'a pas plus d'informations, mais il connaît bien l'adresse. Une cité de Saint-Denis où ils sont parfois mal accueillis. En plus, la cité, elle est en cul-de-sac. Voilà. C'est cette cité-là, là. Tu vois le grand immeuble, là? C'est ça. Voilà. Au comité d'accueil, si tu veux, là, à gauche. Le comité d'accueil, c'est ce groupe de jeunes gens qui gardent l'entrée et appliquent la loi dans ce quartier. Je crois qu'il a essayé de rentrer en communication. Un cri, le signal d'alarme des guetteurs de cité. Il alerte les dealers d'un danger possible. Ici, même les pompiers sont assimilés à des intrus et comme un obstacle au trafic de drogue.
Golf 1, premier secours B, 233 déclassé, La Courneuve, se présente secteur Saint-Denis. Multichaise, Marco. Tu fais gaffe avec tous les messages, tu restes sur T15. T15, le canal radio qui permet de rester en liaison en cas de problème. Il y a quelques années, même pour porter secours, les pompiers auraient mis leur casque par crainte de prendre un mauvais coup. Aujourd'hui, il y a moins d'hostilité. Bonsoir. Excusez-moi, juste un petit renseignement. L'allée de l'Isle-Adam, c'est de l'autre côté? Ouais, allée de l'Isle-Adam. En demandant confirmation d'adresse, Clément établit un contact et montre en quelque sorte patte blanche. Ces jeunes ont compris qu'il vient aider une personne en difficulté, pas pour gêner leur business. Ils le laissent passer. Veuillez patienter s'il vous plaît, nous traitons votre appel. Pompiers. Vous pouvez entrer. Bonjour madame, c'est les pompiers. Qu'est-ce qui se passe? On a un malade. Vous avez un malade? Oui, on a un malade qui nous passe les pieds. Il vous casse les pieds? Nous ne sommes pas autorisés à pénétrer dans l'appartement. Nous filmons depuis le palier. Bonjour monsieur, ça va? Je ne veux pas dormir. L'homme âgé partage l'appartement avec des colocataires. Il n'est pas malade, mais ne sort plus de sa chambre. Les autres occupants veulent qu'il aille à l'hôpital, car ils ne veulent plus prendre soin de lui. Tu vois le sol? C'est quoi, c'est des urines? Oui. Bon, Partir à l'hôpital. moi, non, là, il n'y a rien pour aller à l'hôpital, madame. C'est le lit là. Oui, bah, il a fait peut-être pipi dans le lit, c'est ça? Il fait caca. Bah, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, madame? Nous, on peut pas venir lui mettre des couches ou quoi que ce soit, c'est pas notre travail. Il n'a pas besoin d'être dans un milieu médicalisé, il a besoin d'aide à domicile, c'est tout. Vous voulez qu'on vous aide à aller dans le lit ou pas? On vous laisse comme ça? Nous, on y va. Au revoir. Et si vous laissez-le tranquille un petit peu, là. Non, elle n'est pas complexe, elle est très simple. Il n'y a pas besoin de nous. Très simple. Les gens vous appellent des fois pour résoudre leurs problèmes? Exactement, ouais, là je sais pas, c'est un problème de famille, un problème de caractère. Le monsieur est pas gentil, il veut pas manger ce qu'on lui donne, ça lui plaît pas, c'est pas assez bon. Des choses comme ça. Tout simplement. Donc bon, là on est venu pour rien, là. Voilà, on est venu pour rien. Précarité, population fragile et démunie. Dans le 93, les pompiers sont parmi les premiers à intervenir sur le front de la misère sociale. Mais ils ne peuvent pas être la réponse à tous ces problèmes. « 22h, les pompiers sont en alerte. À la brigade, le sport, c'est sacré. La garde de Clément a commencé il y a 38 heures. Elle doit encore durer jusqu'au lendemain matin 8 heures. Le pompier pourrait se reposer, mais avec William, il a préféré improviser une séance de musculation. Clément vit son métier à fond, et il aime ça. C'est vraiment le meilleur métier pour moi. C'est inattendu, ça se renouvelle à chaque fois, ça valorise l'homme. C'est un métier qui se fait en équipe, qui aussi se fait un travail sur soi-même, individu, dépassement de soi, et en même temps c'est quelque chose tourné vers la population. C'est difficile aussi. Bien sûr, c'est pour ça que c'est une unité d'élite. Hein. C'est pour ça qu'on veut être ici et pas ailleurs. Avec un peu plus d'1 500 000 habitants, la Seine-Saint-Denis est un des départements les plus peuplés de France. Une densité qui explique que les pompiers sont très sollicités. Exemple à La Courneuve, en 2014, les pompiers de cette caserne ont réalisé près de 8000 départs. Urgence pompier. Oui, bonjour, c'est le commissariat de La Courneuve. Oui. Il y a une jeune femme qui vient de se faire agresser à l'arme blanche. Elle souffrirait d'une plaie au niveau du visage. Ok, on est parti. Clément et son équipe foncent en direction du centre-ville de La Courneuve. En moins de 5 minutes, ils sont sur place. Ils sont attendus par la police. Prévost, tu m'installes un drap dans la cellule, j'arrive. Bonjour.
Bonjour madame. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Vous avez enlevé votre truc? Je vais regarder. D'accord. Ok. Ça, on n'aura pas besoin. Vous venez avec moi, on va aller au chaud. Est-ce que vous êtes blessé ailleurs? Non. Non? Venez avec moi, on va se mettre à l'intérieur. La victime, une jeune femme de 21 ans. Elle a une entaille sur la joue, elle est en état de choc. Comment ça s'est passé? Il a pris mon téléphone et je voulais récupérer et il m'a mis un coup. D'accord. Il avait un couteau dans la main quand ça s'est passé. C'est qui? C'est votre ami? C'est quoi? C'est mon mari. C'est votre mari? D'accord. Ok. Juste ici, hein? C'est tout, hein? Oui, c'est tout. Ok, vous allez me regarder, vous allez ouvrir la bouche. Bon, c'est pas très grave, hein, vous inquiétez pas, il y a juste des points de suture à faire. La joue n'est pas transpercée, d'accord? L'agresseur, le mari, a pris la fuite avant l'arrivée des forces de l'ordre. Cette jeune femme est la cousine de la victime. Elle a été témoin de l'agression. Le couteau, il est là? Non, le couteau n'est pas là, il est parti. Il est parti avec? Oui. D'accord, vous pouvez me le décrire? Couteau de cuisine? Non, c'est pas un couteau de cuisine, c'est comme un truc de coupe-ongle, là, vous savez? Ouais. Ouais. Avec ça, tout comme ça. Ah, c'est un petit truc comme ça? C'est vraiment un petit truc comme ça, ouais. D'accord. Avec ça, il a réussi à... Retrouver l'arme blanche, c'était anticiper sur des lésions éventuelles. La lame était-elle rouillée? Y a-t-il risque d'infection? Autant d'informations à communiquer aux médecins des urgences. Outre la blessure, la jeune femme a des hématomes. Est-ce que vous avez pris des coups? Des fils de patate à cet endroit-là. Ouais, d'accord. Et c'était quand, hein, ces coups de poing là? Il y a 4 jours. D'accord. Vous êtes traité pour la dépression, madame? C'est ça? Vous êtes suivi? Oui. Vous avez des enfants? Non. Ouais, elle n'est pas touchée. On va vous emmener à l'hôpital de La Fontaine, d'accord? Si elle fait un malaise ou quoi pendant le transport, bien sûr, je vous interpelle. Ouais. Et le malaise ne se fait pas attendre longtemps. Vous avez envie de vomir? Oui. Attendez, je vous donne un sac, comme ça. Retenez-vous si vous pouvez. Là, hop là. Attendez, gardez ça, si vous pouvez à la main. Ce jeune sapeur sort de l'instruction. Affecté à la Courneuve il y a seulement quelques jours, il est encore novice. La situation n'est pas évidente pour lui. Sergent, vous m'entendez? Ouais, je t'entends, ouais. Elle s'est mise à vomir. Clément fait stopper le camion. Juste vous informer qu'elle s'est mise à vomir, j'ai mis le truc. Ça va, madame? Vous avez la tête qui tourne, vertige, choses comme ça? Non? Vous n'êtes pas enceinte, hein? C'est tout, je peux faire Ouais, t'as bien fait. La jeune victime est en souffrance. Calmez-vous, allez. Calmez-vous, là. Vous faites monter le cœur pour rien. Le jeune pompier tente de créer un dialogue, sans trop de succès. Vous pouvez prévenir votre famille? Comme ça? Votre famille? Arrivé aux urgences de Saint-Denis. Il m'a pas ouvert le malaise, non. Non. En fait, ça se situe à peu près ici, là. C'est en bas. C'est pas très grave. Le problème, c'est que c'est le visage, quoi. Après, c'est tout ce qui est cicatrice après une arme blanche, etc. Ça se remet bien parce que c'est des coupures nettes. Clément parvient à rassurer la jeune femme. Il a l'expérience et trouve les mots. Il a déjà été confronté à de multiples reprises aux violences conjugales. Allez, bon courage. Au revoir. Elle est jeune, elle a 21 ans. Elle vit une situation difficile. Ça lui fait du bien sûrement de pouvoir parler. Les gens sont un peu démunis quand ils font appel à vous. On va rarement vers les gens qui vont bien. On nous appelle quand ça va pas. Donc forcément, ils sont tous plus ou moins démunis, plus ou moins inquiets, plus ou moins... Voilà. C'est normal. On arrive toujours... On ne nous invite pas quand l'anniversaire se passe bien, quoi. On nous invite quand ça finit mal, quoi. Pour Clément, l'intervention se termine aux portes des urgences. Il ne saura pas si le mari agresseur a été interpellé, ni si la jeune épouse a porté plainte contre lui. Les violences conjugales ne sont pas l'apanage des banlieues. Elles touchent tous les milieux, tous les départements. Une femme sur 10 en est victime. En France, en 2013, 121 d'entre elles ont trouvé la mort sous les coups de leur conjoint. Samedi matin, 7h30. Incendie en commun, repos. Bonjour à tous. Une nouvelle équipe prend la garde pour 48 heures. Sur les rangs, Laurent, 28 ans, 8 ans et demi de service.
Vous savez 202 avec le caporal-chef de rien. Présent. Quand il n'est pas de garde, Laurent vit dans la région de Chartres. Depuis qu'il est à la brigade, il a toujours été affecté dans le 93. Quand je suis arrivé, l'image du 93 était, je pense, un peu comme tout le monde. Un petit peu un endroit de guérilla. Maintenant, quand on y travaille et qu'on y vient régulièrement, on se rend compte que c'est pas forcément la réalité. C'est pas parce qu'on intervient dans une cité qu'on va être reçu à coups de cailloux et qu'on va se faire insulter au coin de la rue. À partir du moment où on intervient, de toute façon, c'est qu'il y a une détresse. Donc que ça soit dans une cité ou une zone pavillonnaire, ça change rien pour nous. C'est que quelqu'un a besoin de nous et au final, notre travail sera le même, peu importe le lieu, peu importe la personne. Pour les prochaines 24 heures, Laurent est de garde à l'ambulance, le véhicule le plus sollicité de la caserne, avec une moyenne de 15 départs par jour. Il fait équipe avec Michael et Johan. Les trois hommes le savent, aujourd'hui ils ne passeront que peu de temps dans la caserne. Les interventions vont s'enchaîner. Procédure orange, messieurs. Procédure orange, c'est-à-dire la probabilité d'une détresse nécessitant l'intervention d'un médecin réanimateur. Il y a urgence. Là, il est comment? Il est conscient, il vous Il parle? est allongé là. Il est allongé. Est-ce qu'il est conscient? Est-ce qu'il parle? Non, il parle pas. D'accord. Est-ce qu'il respire? Oui, il respire, oui, il bouge sa main là. Est-ce qu'il a les yeux ouverts? Non, fermé. Il est blessé où exactement maintenant? La tête, il saigne de la tête, mais s'il est tombé sur la tête, il saigne de la tête, il y a le sang. Direction Aubervilliers, le secteur voisin, dans un quartier populaire du centre-ville. Véhicule de Scoring Team 200 de la Courneuve se présente secteur Aubervilliers. Bonjour. Il a eu un malaise apparemment. Au sol, un homme à demi conscient. Il saigne abondamment de l'arrière du crâne. Qu'est-ce que quelqu'un l'a vu tomber? Il s'est fait accrocher à la barrière et après il marchait. D'accord. Parce qu'il leur l'a. Bougez pas, monsieur, bougez pas. Il faut stopper l'hémorragie. Pour avoir accès à sa plaie, les secouristes doivent le retourner prudemment. Tac. Tu le tiens? La blessure est importante. Il y a hémorragique. Ouais. Les curieux sont de plus en plus nombreux. Gardez les yeux ouverts, monsieur. L'homme, un sans domicile fixe, est bien connu des habitants et des commerçants du quartier. C'est la propriétaire du salon de coiffure qui a appelé les pompiers. C'est bon, monsieur. Comme il marchait un petit peu, il boit alors, il s'est cogné un petit peu à la petite barre là et après il est tombé. Je l'ai vu tomber, voilà, comme ça, paf. Il était bien ce monsieur, je me rappelle, hein, il y a 2-3 ans. Hein. Et voilà, il a basculé, il n'y a plus personne. Et voilà, il vit dans la rue. Hein. Pour lever. L'homme souffre de plus en plus. Ouais, on le montre rapidement. Son état est critique. Comme pour chaque intervention, Laurent contacte la régulation du 18. À l'autre bout du fil, un médecin. Donc en présence d'un sans domicile fixe, environ 35 ans, donc état d'ébriété. Hein. Par contre, moi ce qui me gêne, c'est qu'il a fait une chute de sa hauteur avec une plaie hémorragique au niveau de l'occiput. Il nous répondait bien en arrivant et là il commence légèrement à s'enfoncer. J'ai des ronflements de temps en temps. Il s'enfonce, ce qui signifie qu'il est proche du coma. Laurent demande un renfort médical. Pour éviter que le blessé bascule dans le coma, Michael le stimule sans relâche. Gardez les yeux ouverts, c'est bien, il y a un médecin qui va venir. Dans le camion, d'accord? Voilà. Gardez les yeux ouverts, c'est important hein, pour nous. Là, faut le stimuler. En pinçant la base de l'ongle, Michael crée une douleur, comme une petite décharge, de façon à le maintenir éveillé. Intermédiaire est activé. Il te serre les mains la demande ou pas? Monsieur, serrez-moi les mains. Comme ça. Bon, ouais, c'est bon. Arrivée du SAMU. À son bord, un médecin, un infirmier et un ambulancier. Laurent transmet ses informations au médecin. Il est saturé à 92 en heure ambiant, on l'a mis sous 6 litres, il est remonté à 100. À un moment, il nous a montré la poitrine. Au niveau de la palpation, il est plaintif. Le blessé est transféré dans l'ambulance médicalisée. Les pompiers ne sont plus dans l'action. C'est à cet instant, quand ils prennent du recul,
qu'ils sont parfois touchés par la situation qu'ils viennent de vivre. Enfin, moi personnellement ça me touche toujours de voir quelqu'un déjà vivre dehors. L'alcool, on peut le voir, ça fait des dégâts. C'est malheureux. Mais bien sûr ça nous touche toujours. Depuis que je suis pompier, moi, c'est clair qu'on ouvre plus les yeux sur ce qui nous entoure, on est plus conscient des choses, on apprend beaucoup. Dans l'ambulance du SAMU, le blessé est placé sous oxygène et sous perfusion. Son état est stable, mais il est loin d'être tiré d'affaire. Le risque, c'est qu'il saigne à l'intérieur du crâne et donc que ça comprime le cerveau, qu'il y a un œdème, etc. Jusqu'à un pronostic vital engagé? Ça peut, oui. Ouais, bien sûr. Oui, quelqu'un qui saigne dans la tête, c'est le pronostic vital, oui, bien sûr, peut être engagé. L'homme est-il décédé ou a-t-il survécu? Laurent ne le saura jamais. Comme tous les pompiers, il effectue les premiers soins et passe le relais aux équipes médicales. Il ne connaît que rarement le devenir des victimes. C'est pas frustrant parce qu'au final, on ne peut pas s'attacher à chaque personne. On ne peut pas rentrer dans la vie de chaque personne et au final se dire cette personne-là a ça. Nous, on a notre part de métier à faire. Maintenant, on ne peut pas s'immiscer complètement dans la vie et suivre les gens en se disant ils ont ça. Voilà. Si on les recroise dans la rue, écoutez, cette personne-là, on l'a aidé. Maintenant, ce qui lui est arrivé, entre guillemets, ça ne nous regarde pas plus, quoi. Il est 22 h. Laurent tente de localiser l'adresse de l'intervention à laquelle il doit se rendre. C'est celui qui est à côté de l'hôpital. D'accord, et mettez quelqu'un devant la grille. Au téléphone, un habitant de ce que les pompiers appellent un campement d'installation précaire, un camp de Rome. Quelle est la raison de l'intervention là? Une femme de 31 ans qui aurait fait un malaise dans un camp de Rox. Le problème, c'est qu'on en a deux distincts à la même adresse. Un de chaque côté de la rue. Dans le 93, environ 3000 Roms vivraient dans différents camps. À la Courneuve, 6 campements sont répertoriés. Les pompiers sont attendus par le chef de la communauté. Mis à disposition par l'État il y a 2 ans, ce campement devait être provisoire. Avec le temps, il s'est transformé en un véritable village dans lequel des baraquements de fortune côtoient les Algeco installés par la ville. Le moindre espace est occupé, 200 personnes vivent ici. Bonjour. Bonsoir. Madame? Qui c'est qui parle français? Attendez, tu vois. Premier obstacle pour Laurent, la langue. Un des habitants du camp fait office de traducteur. Elle a mal où exactement? La tête, il est mal de mal. Ouvrez la bouche. Elle a mal à la tête? Ça tourne? Oui. D'accord. Cette femme de 38 ans souffre de violents maux de tête depuis plusieurs jours. Elle a été voir le médecin pour ça ou pas? Je l'ai appelé. Ouais. Il n'est pas venu. D'accord. Ok. Et à chaque fois, elle a que mal à la tête et ça tourne. Oui. Des personnes qui ne se soignent pas ou peu, un médecin de ville qui ne se déplace pas. Ces gens du voyage vivent dans un état de dénuement total. Ce logement de fortune est construit entre 2 box Algeco. Il est fait de morceaux de tôle et de bois. Pour isoler les murs, du carton. Laurent passe son message au médecin régulateur. Forte céphalée, vertige. C'est la 4e fois que ça lui arrive. Elle n'a jamais été consultée pour ça. Et donc là, elle se sent très faible. Il va transporter la malade à l'hôpital. Les pompiers sont escortés jusqu'à la sortie du camp. Là, j'ai plein de boue là. Pour Laurent, intervenir dans un campement de Roms n'est jamais anodin. C'est toujours particulier. Là, ça reste un des camps qui est déclaré. Donc c'est beaucoup plus structuré qu'un camp anarchique qu'on peut avoir sur le secteur. Donc là, c'est vrai que on va dire que c'est beaucoup plus propre. Il y a beaucoup moins de risques de contagion ou autre, ou de prolifération de maladies avec les rats ou autres.
que sur un camp qui est assez anarchique comme on peut avoir à l'autre bout du secteur. Le 26 décembre dernier, au Bourget, commune voisine de la Courneuve, un camp de Roms a été en partie ravagé par les flammes. « 80 sapeurs-pompiers sont intervenus pour porter secours. Grâce à leur action, il n'y a pas eu de victimes. Enfin, un peu de répit. Laurent doit encore assurer plus de 24 heures de garde. Alors les moindres moments de repos, il ne faut surtout pas les laisser passer. On va tenter d'aller se coucher. La fin de journée, ça sera lundi matin. Là, ça va être... L'équipage rejoint les chambrées où certains de leurs collègues dorment déjà. Laurent ne nous dit pas à demain. Les nuits du samedi sont rarement tranquilles. Les hommes le savent, la sonnerie retentira pour les tirer de leur sommeil. Ouais, franchement, c'est difficile. On a les sonneries qui sont fortes. Et des fois, on est en plein rêve ou on a un sommeil profond. Parce qu'avec la fatigue qu'on accumule dans la journée, et on part, le cœur il part vite dans les tours. Et des fois, même moi, en me réveillant, ça m'arrive d'avoir la tremblote, quoi. Mais bon, on fait avec. J'espère que tu vas dormir la nuit. Bon, espérons, on verra bien. Voilà, bonne nuit. À peine 2 heures plus tard, Les pompiers, j'écoute. J'ai un ami qui n'arrivera pas à vomir. Il a mangé d'hiver. Il ne veut pas monter avec nous dans la voiture. Il a fait quoi pour vomir? Il a mangé l'hiver. Les verres? Il a cassé un verre. Il a cassé un verre, il l'a mangé. Et maintenant, ça va pas. Tu pars sur quoi, là? Un monsieur qui a mangé du verre. Oh, putain. l'adresse de l'intervention se situe à 2 pas du centre de secours. Les pompiers sont attendus par 3 hommes. L'un d'eux est mal en point. Golf 1, véhicule de score team 202 à Courneuve présente. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, je crois qu'il a bu un petit peu et en même temps, je crois qu'il a bu du verre. Du verre? Ouais, du verre, il a cassé un. L'homme est proche du coma éthylique. Monsieur? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Bah non, je vais pas vous laisser tranquille, là. Vous êtes allongé dans la rue. Bon, c'est quoi cette histoire de bout de verre, là? Eh ben, il y en a une coutume chez les Turcs qui lui touche une chanson, quelque chose comme ça. Il peut manger du verre. Et lui, il n'a pas accepté. Son corps, il n'a pas accepté. Ouais, en même temps, il n'y a pas grand monde qui accepte de manger du verre. Non, je ne sais pas comment c'était passé. Il a cassé un verre, il l'a avalé, il a commencé le machin. Ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. Et il l'a recraché ou pas, le verre? Il n'a pas craché. Il n'arrivera pas à vomir. Je lui ai donné de l'eau, je lui ai dit... Et il a vomi des morceaux de verre ou pas? Je sais pas. Il a vomi du sang ou pas? Non. Il a bu quoi comme alcool? Et bijoux, on a mélangé. Ah, mais quelle quantité? On a fait. Ouais. On a fait presque une bouteille. À combien? À 2? À 2, ouais. Laurent n'est pas dupe. Il sait bien qu'il faut davantage qu'une bouteille de whisky à 2 pour mettre un individu dans un tel état. Vous avez mal au ventre, monsieur? Oh! Monsieur? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? S'il a ingéré du verre, il risque une perforation de l'estomac. Il y a un morceau de verre dedans ou pas? Eh, monsieur, ouvrez la bouche. Pas de sang dans la bouche, pas de morceau de verre. Laurent en vient même à douter. L'homme en a-t-il réellement avalé? Pour en être sûr, une seule solution, l'hôpital. Okay. Allez, on est parti.